T'endors pas. L'idée reçue numéro 5, forum terroriste. Milieu des années 90. Je vous mens pas, je l'ai pas inventé, c'est pas un montage, c'est sur le site de l'INA cette image. Internet, le danger, déjà au milieu des années 90, donc je sais pas si vous vous rappelez, hein, les années 90, quand j'allais un tout petit peu trop sur Internet, je prenais une facture de 2000 francs. En euros modernes, ça fait 300. C'était pas encore répandu. Et on était déjà, les terroristes, machin. Mais comment voulez-vous que je copie, honnêtement, une bombe, le plan d'une bombe à cette époque, avec les débits, et au coût que ça nous coûtait à l'époque. Mais c'était déjà un problème. Et là, j'ai regardé un petit peu les terroristes qu'il y avait à l'époque de cette copie d'écran. Alors celui-là, il est super marrant. C'est dommage qu'on le voit pas bien parce qu'il est super chouette ce mec. Shoko Asahara, mars 95, sa secte Aum Shinrikyo s'était amusé à balancer du gaz sarin dans le métro de Tokyo. La secte qui dirigeait le gaz sarin. C'est un gaz neurotoxique, il y a eu quelques dizaines de morts, mais surtout plusieurs milliers d'intoxiqués dans le métro. Ce monsieur, bon, il a vraiment pas eu besoin d'internet pour faire ses attaques. Il a pas fait que ça. Il a acheté des terrains en Australie, soi-disant pour de l'élevage de moutons. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient repéré qu'il y avait des minerais radioactifs sur les terrains qu'ils avaient achetés. Et ces sympathiques petits japonais avaient l'intention de fabriquer une bombe nucléaire pour prévenir l'apocalypse. En fait, la secte avait développé un concept très intéressant qui expliquait qu'il était légitime de tuer quelqu'un si ça pouvait l'empêcher d'avoir de mauvaises actions qui influeraient sur son karma. Et comme ils avaient considéré que le gouvernement japonais cette année était vraiment en train de partir en cacahuète, qu'il fallait absolument buter tout de suite l'intégralité de la population japonaise, ou en tout cas une très grande partie, pour éviter qu'ils fassent de mauvaises actions qui influeraient sur leur karma, pour leur salut. Donc voilà, donc il y avait eu le gaz sarin, ils s'étaient déplacés en personne au Zaïre, non le Zaïre ça n'existait déjà plus, enfin dans un pays d'Afrique noire pour choper des exemplaires du virus Ebola qu'ils avaient épandus sur Tokyo. Malheureusement ils avaient chopé le mauvais virus et il était resté inactif. Ils avaient également commencé à construire eux-mêmes des copies des AK-47. Et je vous garantis que les plans, ils n'ont pas trouvé sur internet. Ils ont chopé un AK-47 en ex-Union soviétique, ils l'ont démonté, ils ont regardé comment c'était fait, et ils ont vraiment pas eu besoin d'internet pour commencer à faire une bombe nucléaire, pour commencer à répandre le virus Ebola sur la population japonaise, pour faire des attaques au gaz sarin dans le métro. Ils ont vraiment pas eu besoin d'internet. Un peu plus proche de nous, Khaled Kelkal, même année. Moi, ça m'a marqué. J'étais petit, j'étais dans le métro à Paris pendant dans le métro à Paris pendant une alerte à la bombe. Ce mec a pas eu besoin d'internet. Je vous garantis, il a pas eu besoin d'internet pour les plans de ses bombes. Les plans de ses bombes, ils se les sont refilés entre potes terroristes. Et il a juste fabriqué ses bombes de manière artisanale. Et il ne s'est même pas servi d'internet pour diffuser son message de propagande. Vous me direz, même exemple que Marc Dutroux, oui, mais maintenant, par contre, éventuellement, les terroristes vont communiquer sur Internet. Alors, je vais vous épargner le 11 septembre, ils n'ont pas eu besoin d'Internet, ils ont eu besoin d'un couteau. D'un canif pour envoyer 2 avions dans 2 tours. Et je vous garantis que Ben Laden n'a pas envoyé des tweets au mec. Pour dire, ouais, c'est bon, vas-y, envoie-le maintenant. Vise bien. Ils n'ont pas eu besoin de tweets. Ils n'ont pas eu besoin d'utiliser Intimedia, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser les Darknet, ils n'ont pas utilisé IPv6, ils n'ont pas utilisé les serveurs DNS de chez Telecomics. Ils ont utilisé un couteau. Donc histoire de ne pas parler des attentats du 11 septembre parce que c'était vraiment trop caricatural, Anders Breivik. Alors lui effectivement il s'est servi d'internet. Il a expliqué à ses proches qu'il était tellement accro à World of Warcraft que c'était normal qu'on le voie jamais. Et comme ça, il a pu tranquillement dans sa ferme commencer à concocter des explosifs. Effectivement, mon Dieu, s'il n'y avait pas eu Internet, il aurait fallu qu'il trouve une autre excuse. Merde. Je sais pas, écoute, il aurait dû expliquer qu'il était fan de macramé. Ça aurait marché. Ou il aurait dû expliquer que c'était un fou de travail et que, comprenez-vous, les 35 heures, c'est un désastre et qu'il faut travailler plus pour gagner plus et que donc il se tue au travail dans sa ferme et que c'est normal si on le voit pas. Il aurait fallu qu'il se trouve une autre excuse.
À part ça, il s'est pas servi d'Internet. Il a diffusé son message quelques heures avant, ce qui aurait permis, si les autorités antiterroristes avaient été à l'affût, de le détecter avant les attaques. Donc non seulement Internet ne lui a servi à rien, mais Internet aurait pu permettre de l'attraper. Donc avant de vouloir censurer dans tous les sens Internet, il serait bon que les services antiterroristes détectent les gens qui disent qu'ils vont passer à l'acte sur Internet et les attrapent quand les gens se dévoilent. Ce serait, à mon sens, un peu plus intelligent que de vouloir censurer Internet sous couvert de menaces terroristes. Plus proche de chez nous, Mohamed Merah, il a toujours pas utilisé Internet. Et idem, il aurait pu se faire attraper par de multiples occasions, à cause de son utilisation d'Internet. Lorsqu'il expliquait à ses petits copains de la décierie qui le connaissaient déjà, et lorsqu'il expliquait à sa maman qu'il faisait du tourisme, je ne sais pas où, et qu'il envoyait des mails depuis les zones tribales. Ouais, vas-y. Mais il n'y a pas besoin de surveillance généralisée d'Internet pour détecter qu'un mec est en train d'acheter des quantités folles de désherbants pour une ferme biologique. Je veux dire, à partir du moment où on achète des centaines de kilos de désherbants et qu'on explique que c'est pour sa ferme bio, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille de n'importe quel service, de n'importe quel pays, sans que ce pays soit une dictature qui surveille ses citoyens. C'est le boulot normal, les services d'antiterrorisme, de surveiller les activités suspectes. Quelqu'un qui fait 3 allers-retours par semaine vers l'Afghanistan ou vers l'Iran, évidemment cette personne, il faut la surveiller. Ça veut pas dire qu'il faut ouvrir tout son courrier. Pourquoi ? Effectivement, figure-toi que finalement il y a des profils. Quand tu fais 3 allers-retours par semaine vers l'Iran, tu peux être suspecté. Ouais, mais bien sûr, mais que les services terroristes définissent des profils de gens qui éventuellement pourraient être dangereux et les surveillent par des moyens d'action légaux dans l'état actuel des choses, on peut déjà le faire. Mais il est légitime qu'un État veuille quand même se défendre contre les agressions extérieures ou intérieures. Ce qui n'est pas légitime, c'est d'utiliser comme prétexte l'ennemi intérieur pour interdire aux gens de communiquer entre eux en coupant Internet. Qui se suicide ? Oui, mais là tu rentres dans un débat très politique et je te garantis que je me suis juré que mes conférences auraient certes politisé puisqu'Internet a un impact politique, mais que mes conférences resteraient non partisanes. Pas du tout. Pas du tout. Je dis juste que les services terroristes commencent par faire leur vrai boulot dans la vraie vie avant de vouloir couper Internet. C'est pas partisan ça. Demander à ce que la police fasse son travail avant d'emmerder les citoyens, c'est partisan. Et je suis de quel bord du coup ? Et il y a un parti politique qui dit que et donc c'est un programme politique que dire que la police doit commencer à faire son travail comme elle a toujours fait depuis qu'elle existe, avant de vouloir censurer intégralement l'intégralité de la parole publique. C'est un parti pris. Mais c'est pas un programme politique. C'est pas de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, de gauche molle ou de droite dure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est absolument pas partisan. Je suis centre dur. Putain merde, je viens de me faire récupérer politiquement par je sais pas qui. Et donc, pour revenir sur Mohamed Merah, ce gars aurait pu se faire attraper. Ce gars était sous surveillance déjà.
Ce gars était déjà sur surveillance, il a réussi à embobiner la désérie en expliquant qu'il allait en Afghanistan pour faire du tourisme, tout va bien. Ok, bah écoutez, on peut le croire sur parole, il a l'air gentil ce garçon. Après, sur les méthodes, sur les méthodes de profilage de la police, j'ai pas spécialement mot à dire. De une, j'y connais rien. De deux, c'est leur travail. Par contre, je trouve quand même super suspect que quelqu'un qui soit sous surveillance de la DCRI, qui envoie des mails non chiffrés, non protégés, il s'est pas protégé, rien du tout. Enfin, je veux dire, il a pas installé son serveur web dans les zones tribales d'Afghanistan pour envoyer ses mails. Il a fait ça à l'arrache avec Yahoo, Hotmail ou Gmail. Donc du coup, on savait très bien d'où partait le mail. Et ce gars qui était sous surveillance, on n'a pas repéré qu'il envoyait des mails depuis des zones qui étaient réputées sensibles. Ensuite, là où c'est super drôle, donc vous avez tous repéré, un des militaires qui l'a tué, il l'a rencontré en voulant lui acheter sa moto, son scooter sur le Bon Coin. Il y avait quelque chose comme, c'est quoi, c'était 500 IP ? Un petit nombre. De l'ordre de la centaine. Il y avait de l'ordre de la centaine d'IP, donc on va dire entre 100 et 500, que les services de police sont analysés en 48 heures. 500 IP. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste 500 numéros qu'il faut mettre en face de 500 noms, avec tout le poids et toute la logistique des services de contre-espionnage français. Ils ont mis plus de 48 heures à analyser 500 IP. C'est... Enfin, je veux dire, fait maison, vous nous donnez les 500 IP, on vous le fait, mais en 12 heures. Et on est des amateurs, c'est pas notre travail. Et ce gars, il aurait pu se faire attraper dès son premier meurtre. À partir du moment où on a su que le militaire qui a été abattu, il a rencontré son meurtrier via le Bon Coin et que l'adresse IP était dans la liste des 500 qui avaient visité la page web où il vendait sa moto, il aurait pu se faire attraper bien avant. C'est pas la peine de mettre en place un délit de visite de site terroriste pour attraper ces gens. Il suffit juste que la police fasse son travail. Il suffit juste que la police ait les moyens de faire son travail. Alors après, on peut considérer que la police n'a pas lieu d'être et que l'État n'a pas lieu d'être, mais ça c'est une position partisane. Et moi... De quoi ? Non, mais c'est pas de gauche ou de droite de considérer que, je te promets que c'est pas de gauche ou de droite de considérer que la police doit faire son travail. Et effectivement, ça peut être une position très à gauche ou très à droite de considérer que la police ne doit pas exister. Et c'est une position très à gauche ou très à droite de considérer que l'État ne doit pas exister. Et c'est même une position très centriste de considérer que l'État ne doit pas exister et que l'Église devrait reprendre ce rôle. Et que l'Église devrait prendre le rôle de l'État. Bah non. Voilà, donc pas besoin d'internet pour faire des bombes. On est encore sur l'argument massu. Quand on explique que ça sert à rien de couper internet dans tous les sens et que c'est pas en censurant internet dans tous les sens qu'on arrivera à faire stopper le terrorisme, eh ben, on se place du côté des terroristes, ou éventuellement on se place du côté des gens, comme je me fais gentiment accuser, qui expliquent que la police devrait encore plus fliquer, mais pas sur Internet. Je voudrais juste rappeler, en question de terrorisme, en France, on est quand même super méga en danger. Enfin, je veux dire, vous avez tous peur qu'il y ait une bombe qui pète là quand vous allez sortir. Enfin, je dis, non ? Et les gens un petit peu parano. Et parmi les gens un petit peu parano, qui a vraiment peur pour sa vie en sortant d'ici qu'une bombe aille péter ? Ben franchement, vous devriez. Hein. Parce que depuis le 8 septembre 1995, nous sommes au moins en alerte rouge Vigipirate. Ah bah écoute, pour les services antiterroristes, on devrait être complètement flippé. D'accord. Donc quelque part, tu es en train d'expliquer que les services antiterroristes sont en train de vouloir faire peur à la population française, alors que c'est pas justifié. D'accord. Bah, c'est exactement la conclusion vers laquelle j'arrive. Au minimum. Je te promets. Non, on a inventé le écarlate. Il suffit qu'un gars qui se sangle une caméra sur le torse et réussisse à buter moins d'une dizaine de personnes pour qu'on soit en alerte écarlate. Ouais, c'était écarlate. Bon, alerte écarlate, je m'attends à me prendre une ogive nucléaire sur la tronche. C'est même plus une bombe à clous, tu vois, une ogive nucléaire. Non, on a juste un gars qui a buté une dizaine de personnes.
Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, hein. Je dis juste, il faut remettre les choses à leur mesure. Et avant de parler des choses, des autres choses rigolotes, genre il faut interdire Internet parce que les gens vont jouer au loto sur Internet. Sur la partie terrorisme, bon, vous avez tous repéré, ACTA, c'était la partie il faut interdire Internet à cause du copyright, enfin il faut policer entièrement Internet à cause des droits d'auteur, des brevets, des licences. Enfin de la propriété imaginaire. Le prochain délire, c'est Clean IT. Et il faut policer Internet à cause de la menace terroriste. Et bon, bah là, GKOps qui a quand même bien potassé le dossier. Vite fait, bon, et GKOps qui a vite fait potasser le dossier et qui a besoin d'en dire un mot en fait. Bah ouais, un mot rapide. Bah j'ai regardé ça, c'est passé. Moi, ACTA, tout le monde voit ce que c'était. Il y a eu quelques manifs quand même. ACTA, ça vous dit quelque chose, donc pour faire un rappel rapide, l'idée d'ACTA c'était qu'il fallait rendre les fournisseurs de services sur Internet, donc ceux qui incluent les fournisseurs d'accès et les YouTube et compagnie, ils devaient les rendre responsables si jamais quelqu'un publiait sur Internet des liens ou du contenu qui violait la propriété intellectuelle, un copyright, donc ça pouvait être une vidéo, de l'audio, si les gens téléchargeaient des trucs illégaux, etc. Donc ça a été bité violemment au Parlement européen. Voilà, donc c'était un beau succès. Et donc, comme l'a très bien expliqué Manu, il y a le piratage sur Internet comme prétexte, mais il y a aussi les terroristes. Et donc, un des trucs en ce moment, il y en a tout le temps. Hein, là, je suis là, moi j'en ai entendu parler, mais ça revient sans cesse avec un nouveau nom, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. En ce moment, il y a un truc qui s'appelle Clean IT. Alors qui, contrairement à ACTA, n'est pas un accord entre des pays, un accord international entre les pays visant à décréter de nouvelles lois, de nouvelles restrictions, etc. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne. Donc la Commission européenne, je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est une des institutions dirigeantes en Europe, et les commissaires européens sont nommés, ils sont pas élus, ils sont nommés par les gouvernements nationaux des pays d'Europe. Donc ce projet Clean IT, là, il y a un site officiel. Alors c'est ultra transparent. Il y a un site où ils expliquent rien du tout. Donc ils expliquent quand même qui a été à l'initiative de ce projet. Donc sachant que en fait la Commission européenne, ils ont plein de pognon qui regroupent dans des enveloppes et ils font des appels à projets. Et quand il y a des appels à projets qui ont l'air sympas, ils donnent un morceau de cette enveloppe-là pour que le projet, qui répond à l'appel à projet, ait de l'argent pour avancer. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas quel est l'appel à projet qui a été fait. En tout cas, le projet Clean IT, il répond à un appel à projet quelconque et il a été soumis, non pas par une université ou par, je sais pas, une ONG ou quelque chose, mais par un ensemble de gouvernements. Donc par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne. Et puis il y a d'autres pays qui les ont rejoints ensuite, donc la Hongrie, la Roumanie, l'Autriche, le Danemark et la Grèce, donc il n'y a pas la France. C'est génial. Donc première caractéristique de ce projet-là, les participants sont tenus secrets. On ne sait pas qui y participe. Tout ce qu'on sait, c'est que la Commission européenne l'a financé à hauteur de 400 000 €. Mais on sait pas pour quoi faire exactement. On connaît quelques participants. Alors c'est assez intéressant. Donc d'abord, je vais vous dire vite fait l'idée de Clean IT, c'est globalement éradiquer l'utilisation à des fins terroristes d'Internet. Voilà. Ça c'est le but. La grande ligne de ce projet, c'est ça. Donc il y a des participants, on ne sait pas qui c'est, parce qu'ils ne veulent pas que le public sache qu'ils participent à ce projet-là. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas. Il y en a qui veulent bien qu'on sache. Alors il y a des participants intéressants, outre la Internet Society of Belgium, les sociétés de télécommunications, les associations de fournisseurs d'accès à Internet, qui sont tout un tas d'entreprises qui ont plutôt intérêt à se tenir au courant, donc à aller là-dedans. Il y a par exemple la LICRA. Vous connaissez la LICRA? La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
il y a le réseau international contre International Network Against Cyber Hate, donc un réseau international contre le cyber, les discours de haine sur Internet, quoi. Il y a le Parti pirate de Suisse également. Le Parti pirate suisse fait partie de ce projet. Voilà, c'est intéressant. Donc, pour vous présenter un petit peu ça rapidement, donc le but c'est enlever le terrorisme d'Internet. Donc c'est nettoyer Internet, quoi. Clean IT. IT, ça veut dire Internet ou Information Technology. Donc c'est un Internet propre. Voilà. Voilà, c'est civilisé. Voilà, ça marche aussi. L'idée du projet, donc ça n'est qu'un projet, c'est-à-dire ça n'est pas de futures lois, c'est pas officiellement quelque chose qui va devenir des lois. L'idée du projet, c'est d'écrire des recommandations. C'est donc de déterminer un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques à destination des gouvernements européens, des fournisseurs d'accès à Internet et plus globalement de toute entreprise qui fournit un service sur le net, ainsi que, on va dire, toute grande institution, entreprise, ONG qui est utilisatrice du net et qui gère un réseau. Par exemple, je suis EDF et comme j'ai un grand réseau sur mon site, je sais pas, à Saint-Denis, dans la région parisienne, je dois faire attention à ce que mes employés ne tombent pas accidentellement sur des sites terroristes en voulant aller voir du porno, par exemple. Bon. Donc, il y a, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est volontairement très flou. Donc une autre chose dans cette grande transparence, c'est-à-dire que là, il y a les documents que j'ai ici, il y a donc des articles que j'ai trouvés sur Internet qui critiquent le projet, et ces articles n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu des contenus de discussion, donc des échanges entre les membres de ce projet qui ont fuité. Donc les articles et le bruit qui a été fait sur Internet n'a été permis que parce que il y a eu une fuite et non parce que il y a eu une transparence quelconque de la part des gens qui mènent le projet. Il y a eu une fuite des informations. Donc en fait, dans ce document là, j'en ai une copie en rab, je sais pas où, peut-être là. Ça tu peux faire passer, peut-être ça vous intéresse. Donc l'idée, c'est qu'il y a tout un tas, voilà, vous voyez c'est des listes à chaque fois là. Sur chaque page, à chaque fois, c'est une liste de choses. Et c'est des recommandations dans tel ou tel objectif. Donc, qu'est-ce qu'on a par exemple comme recommandation ? Donc, pareil qu'ACTA, mais version terroriste, rendre responsables tous les intermédiaires sur Internet. Donc tous les acteurs intermédiaires, c'est quoi ? C'est votre fournisseur d'accès à Internet. Ça va être tout fournisseur de services. Typiquement, un fournisseur de services sur Internet, YouTube, Facebook, tout ça, c'est des fournisseurs de services. N'importe quelle entreprise qui fournit un service, on va dire de façon à peu près massive à des gens, c'est ce qu'on appelle un fournisseur de services. Donc toutes ces entités-là sont visées par Clean IT, et le but c'est de les rendre responsables du contenu qui est chez eux. Et donc, s'il y a du contenu terroriste, en gros, ils auront un peu intérêt à le supprimer rapidement et à dire à l'autorité, donc l'État sous lequel ils sont, qui a fait quoi, qui l'a publié, donc à tout balancer. Donc, comme ACTA, ça veut dire c'est une forme ça préconise une mission de police privée ça transforme donc les fournisseurs de services en police privée. Sauf que ils cherchent plus à arrêter le problème de copyright, mais les terroristes. Ça implique aussi techniquement, de la même façon que pour ACTA, la mise en place de matériel d'interception des communications afin de détecter de façon un peu automatique ce que les gens font, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'échangent du matériel à caractère terroriste, je sais pas moi, une vidéo X ou Y, et on voit des gens, je sais pas, tirer sur d'autres gens, voilà, est-ce qu'ils s'échangent ça ? Donc tout ça, ça suppose que il faut investir dans du matériel, faut l'installer, c'est du matériel très puissant qui permet, en gros, après très facilement d'analyser qui fait quoi, de voir tous les flux de données, et puis de retracer quelle personne a fait quoi.
Oui, donc oui, donc oui, en changeant, effectivement, ça va changer aussi. Une conséquence possible, c'est que ça change la topologie du réseau, donc la façon dont les gens ont d'échanger. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté surveillance, si tu veux. Un autre exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent YouTube pour uploader, donc envoyer des vidéos sur Internet. Et donc les mécanismes de surveillance automatique, ce serait par exemple qu'un service comme YouTube doive mettre en place quelque chose qui vérifie automatiquement le contenu de votre vidéo au moment où vous l'envoyez. C'est-à-dire que bon, actuellement c'est pas en place, bon, ça pourrait, mais voilà, dès que vous envoyez un contenu vers un site, ce site serait obligé. C'est-à-dire que c'est pas qu'il pourrait le faire, c'est qu'il serait obligé, ou ce serait fortement recommandé, d'avoir un dispositif qui, en gros, examine le contenu que vous avez envoyé et qui, avec des systèmes, donc on peut détecter sur des vidéos des images qui pourraient être à caractère violent. Hein, c'est possible. Hein, je suppose que ça doit se faire de la reconnaissance d'images qui détecte des explosions, des cagoules, enfin des trucs, des kalachnikovs, enfin, n'importe quoi. Voilà, et donc une des conséquences de ça, c'est que dans le doute, vous avez par exemple l'exemple sur YouTube de vidéos qui sont supprimées automatiquement pour cause de copyright, de violation de copyright. C'est même plus des humains des fois qui les suppriment. C'est-à-dire qu'il y a des robots sur les sites de partage, certains sites de partage de vidéos, des robots qui parcourent et qui suppriment directement la vidéo. Donc je vous passe les intermédiaires techniques que ça demande, mais c'est complètement automatisé. Donc et évidemment, dans le lot, il y a des vidéos qui passent à la trappe alors qu'elles n'ont rien à voir. Et donc là, voilà, hein, en plus, truc terroriste, bon, ce serait pareil, version terroriste, et ça ferait encore plus de dégâts sur des trucs qui n'ont rien à voir. Et il y a quoi d'autre rendre plus facile la suppression de contenu, qu'un État puisse supprimer un contenu de l'internet en se passant, c'est écrit en toutes lettres dans les documents là, en se passant des procédures reloues de la justice, hein, parce que quand même des fois la justice c'est un peu lent. Donc on puisse supprimer du contenu, ordonner la suppression de contenu en se passant de toutes les procédures formelles liées à la justice. Voilà. Donc ça on vire. Voilà. Bon, on a décidé, allez hop, ils sont obligés, on vire. Il y a un truc qui est extrêmement important. Tout à l'heure, tu parlais, t'as mentionné vite fait les activistes, etc. Je sais plus exactement dans le cadre de quel exemple, mais comment ? Dans le cadre du printemps arabe, mais là en l'occurrence, ce document précise explicitement de supprimer l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que il préconise fortement, c'est-à-dire dans les préconisations, il y a tous les fournisseurs d'accès, tous les fournisseurs de services sur Internet devront s'assurer de l'identité exacte et sauvegarder l'identité exacte, devront requérir d'une personne qui s'inscrit, qui a un nouvel accès, qu'elle fournisse une preuve exacte d'identité. Pour pouvoir accéder justement. Donc il y a une suppression totale de l'anonymat. Et bon, je sais pas si vous êtes convaincu ou pas de la nécessité d'être anonyme sur Internet, mais ça c'est des arguments qui sont repris sur cet article par exemple. Quand on a des activistes, donc pendant le printemps arabe par exemple, ils ont besoin de l'anonymat pour éviter de se faire buter tout simplement. Il y a aussi l'anonymat qui va être essentiel pour des gens qui sont victimes de violences domestiques. Il y a aussi et ça c'est pas juste le printemps arabe, ça peut arriver chez nous. Il y a aussi, parce que mine de rien, on a beau vivre en Occident, mais bon, je pense que je prêche des convaincus, la démocratie qu'on a ici est loin d'être parfaite, donc ça nécessite, on va dire que des gens, ce qu'on appelle des whistleblowers en anglais, des gens comme Julian Assange, bon lui il est pas anonyme, mais il y en a pour se protéger, il garde l'anonymat. Quand on voit à quel point le gouvernement américain en veut à Assange, on peut se dire que c'est compréhensible que certains veuillent être anonymes. Et même si on peut discuter de ce qu'a fait Assange, si c'est bien, pas bien, globalement, les gens qui essayent de lancer des alertes comme ça sur l'état de la démocratie dans leur pays, le but en général, c'est quand même, c'est un travail qui cherche à favoriser l'état de la démocratie. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Voilà, donc c'est tuer l'anonymat sur Internet. C'est une des préconisations claires là-dedans.
Et puis, enfin, en fait, ce truc ne contient même pas de définition claire de ce qu'est le terrorisme, en fait. Donc c'est extrêmement flou et c'est spécifié. J'ai surligné quelque part. C'est spécifié. Bon, je ne retrouverai pas la page comme ça, mais c'est spécifié clairement qu'il ne faut pas définir avec trop de détails ce qu'est une activité terroriste sur Internet. C'est écrit comme ça. Il ne faudrait pas que ce soit trop détaillé trop précisément quelle est la nature d'une activité à caractère terroriste sur le net. Donc c'est écrit exprès, on laisse les trucs dans le flou. Voilà, c'est comme ça on peut on peut se démerder un peu avec n'importe quoi, il n'y a pas trop de limites quoi. Voilà. Donc on peut imaginer qu'en 1789, s'il y avait eu un espèce d'internet avec, je sais pas, des signaux de fumée ou des sémaphores, un réseau constitué, pas numérique mais sur le même principe, on aurait pu définir les sans-culottes comme étant des terroristes. C'est-à-dire des gens qui voulaient faire tomber le roi, qui étaient ultra dangereux et donc terroristes. Donc s'il y avait eu Clean IT en 1789, il n'y aurait pas eu la Révolution française, c'est ça que tu es en train de raconter. Écoute, si je connaissais bien mon histoire, je pourrais te répondre avec pertinence. Donc je vais me contenter de répondre oui. Mais donc oui, je pense que tu as raison. Alors ensuite, la question à se poser, parce que, on n'a pas non plus les gens qui sont à la Commission européenne, qui sont au Parlement. Il faut pas non plus tous les mettre dans le même sac. Il n'y a pas que des apprentis dictateurs là-bas. Il y a certains qui sont corrompus, un peu, beaucoup, d'autres pas trop, voire pas du tout. Il y a un peu de tout, comme partout, c'est normal. Donc la question un petit peu qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi ils veulent un truc aussi bête quoi. En plus, techniquement, il y a des choses qui sont irréalisables dans l'état actuel des choses, sauf en installant du matériel cher et en faisant des investissements lourds, en faisant des travaux de recherche avec des universités, des choses comme ça. Donc, à mon avis, je suis pas le seul à penser ça, mais ce sont donc des gouvernements des pays qui ont soumis ce projet, mais derrière, ce qu'il faut voir, et je pense que c'est assez important, c'est que en exploitant peut-être la fibre un peu sécuritaire de certains dirigeants, de certains gouvernements, qui ont beau avoir cette fibre-là, ne sont pas forcément des dictateurs en puissance. Il y a des industriels aussi. Il y a des industriels qui sont spécialisés dans la fabrication de matériel de surveillance. Et typiquement, c'est comme les marchands d'armes. Hein. C'est pareil, les marchands d'armes, la guerre, ça leur fait gagner des sous. Avec c'est une tactique de la peur. Hein. On veut lutter contre le terrorisme, il faut tout surveiller. Hein. C'est ça. Hein. Ce projet-là, c'est ça. C'est des recommandations pour tout surveiller partout et rendre tout le monde responsable, etc. Pouvoir tout contrôler. Et ça, c'est une logique qui est issue d'un sentiment de peur. Et ça, je pense qu'il y a une bonne responsabilité derrière de certaines entreprises qui fabriquent du matériel de surveillance. Je peux citer des noms, mais ça vous parlera pas. Il y a eu Amesis, qui est une entreprise française qui a aidé Kadhafi à arrêter pas mal de monde. Et c'était un contrat juteux pour le gouvernement Sarkozy à l'époque. Voilà. Le terrorisme. Le terrorisme, surtout. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, surtout. Ah ouais. D'accord. Je pensais que Kadhafi, il luttait contre les terroristes. Non, moi, je sais plus. D'accord. Ben, nous, on est pour, c'est ça? Les pédophiles. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, comme nous, on est pour les terroristes. Bon bref, voilà, donc c'est un exemple, ce truc Clean IT, c'est encore un exemple, soit c'est le copyright, soit c'est les terroristes, et donc ça c'est un truc qui est en cours en ce moment. On peut difficilement dire non à ce truc parce qu'en fait la commission elle a déjà donné une enveloppe et ce projet n'est qu'un projet. À la fin il y aura des documents. Il y aura des documents qui diront voilà nos recommandations. Il faudrait une loi pour que les FAI soient responsables et que l'anonymat disparaisse. Il faudrait que les FAI s'équipent de tel matériel. Il faudrait que telle université, par exemple, soit confiée la recherche pour encore mieux détecter les images où il y a des trucs qui explosent dessus. Voilà. Donc, derrière, il y a des liens financiers. Et donc, à la fin, tout ce que ça donnera, c'est des recommandations. Donc, on peut pas formellement dire
on est contre le projet. Les gens y ont écrit un truc. Par contre, ce qui est important d'exiger, je sais pas si ça marchera, mais typiquement sur ce genre de truc, c'est qu'à la fin, il faudrait savoir exactement qui a participé et quelles sont les recommandations exactes qui auront été formulées à l'issue de ce projet. En direction à la fois des gouvernements, de la Commission européenne, etc. Et là, une fois qu'il y aura quelque chose de définitif, on pourra envisager de réagir vraiment. Sinon, si c'est pas transparent, ça nous fournira une très bonne raison de l'écouler, quoi, et de gueuler. Voilà. À la fin, ils seront obligés de dire qui ils sont. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils n'auront plus le droit à l'anonymat. Ouais. Mais là, ils sont pas sur Internet, c'est ça le problème. Voilà, donc c'était un petit aparté. Je te laisse terminer, conclure. Donc oui, juste pour refinir, comme j'ai dit, ça c'est un truc parmi tant d'autres. Il y a eu Acta pour la version copyright et si vous regardez un petit peu, si vous suivez, moi je vous conseille un site très bien, c'est un site d'une... alors, allez, 2 sites. Laquadrature.net, c'est ça, hein, c'est laquadrature.net, c'est pas laquadraturedunet.fr. Laquadrature.net, qui est une association de fait, une association française qui lutte pour les droits civils sur Internet, qui lutte pour la liberté sur Internet, en gros. Et donc, qui en général, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, au moins ils en parlent et ils informent le public. Une association américaine qui s'appelle la Electronic Frontier Foundation, donc dont le site c'est eff.org. Je vais faire passer ça aussi. Alors la quadrature c'est français, l'EFF c'est américain. Donc là je vous fais juste passer l'analyse qui est en anglais de l'EFF sur ce projet-là. Et pareil, ils sont tout le temps en pointe sur tout ce qui est censure, tout ce qui est liberté sur le net. C'est deux liens très bien, juste pour se tenir au courant, juste pour voir que ça revient sans cesse en ce moment, sous diverses formes. Voilà, c'est tout. Merci pour ces explications détaillées. Donc j'ai parlé, alors là vraiment des trois gros prétextes pour instituer une censure sur Internet. Il y en a un qu'on a oublié, qui est super marrant qui est super marrant. Je me comprends. C'est le cas de l'ARJEL. L'ARJEL, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Qui a pour lieu de réguler les jeux en ligne, c'est-à-dire de décider que tel site est illégal, quel site de paris en ligne. Donc on parle de loto, on parle de paris sportifs, on parle de paris tout simplement. De quel site est illégal ou pas en France. Et grosso modo, le principal critère pour décider qu'un site est illégal ou pas, c'est savoir si le site va reverser une partie de ses bénéfices à l'ARJEL. Et mine de rien, étant donné que c'est un c'est un biais extrêmement tordu qu'on n'a pas vu arriver aussi gros que terrorisme, pédophilie et infraction au droit d'auteur, il est maintenant toléré et autorisé, légal en France, de censurer un site internet s'il ne respecte pas s'il ne reverse pas une partie de ses gains à l'ARJEL, en fait, tout simplement. Ça veut dire que maintenant, il y a un coin qui est enfoncé, il y a un pied dans la porte. On a maintenant le droit, sous prétexte de protéger les joueurs en ligne, de censurer des sites internet. Et ça, c'est excessivement dangereux. Ça veut dire que, pour le moment, on veut bien comprendre que, effectivement, les paris en ligne peuvent amener à des matchs truqués. Bon, il y a une histoire de handball encore très rigolote depuis très récemment, qui a toujours pas eu besoin d'internet pour permettre à ces handballeurs de tricher. Et c'est excessivement dangereux d'avoir un coin enfoncé, un pied dans la porte, puisque du coup la prochaine étape sera de dire effectivement, puisqu'on le fait sur le jeu en ligne et que c'est pas super grave, on va le faire pour le terrorisme, on va le faire pour tout un tas de prétextes. Et il y a un certain nombre de luttes et d'actions citoyennes qui vont se retrouver petit à petit dans le champ d'application du filtrage, qui est donc maintenant autorisé sur un truc qu'on n'avait pas du tout vu arriver, qui était les jeux en ligne.
Donc le cas Pirate Sourcil, Copwatch, WikiLeaks, bah je vais pas revenir dessus puisque j'en avais déjà parlé. Donc du coup là vous avez quand même un bon aperçu des idées reçues qu'un certain nombre de personnes et un certain nombre d'institutions de pouvoir en place se plaisent à faire circuler à propos d'Internet pour pouvoir se permettre d'essayer de réfreindre oui. Non. À ce jour, j'ai rien vu passer. Mais l'Adopi ne nous a pas contacté pour qu'on file les noms des gens dont les IP ont été flashés. Le tribunal de grande instance de je ne sais plus quelle ville n'a pas daigné convoquer quelqu'un de FDN pour qu'on bloque Copwatch. On passe complètement sous les radars, on doit pas être assez intéressant. La vraie raison c'est que FDN ça représente 250 abonnés et que ce serait super fatigant de se faire chier à appliquer la loi pour tout le monde juste pour 250 abonnés. On revient sur une question de justice, vous avez liberté, égalité. Si une loi doit être appliquée, à ce moment-là, ça doit être pour tout le monde. Et si Copwatch est déclaré illégal et doit être bloqué en France, à ce moment-là, je réclame d'être traité comme n'importe quel citoyen et à être traité comme n'importe quel citoyen qui serait chez un gros FAI. Et je réclame que la loi me soit appliquée également et que Copwatch me soit interdit de visite. C'est juste le principe d'égalité. Et pour le moment, bah, on n'y est pas. Donc c'est aussi un gros souci. Ça peut être vendu, alors on n'en fait pas spécialement la promotion parce que les gens qui vont chez Evian ne le font vraiment pas pour ça. Mais c'est aussi un avantage de se pointer chez des petits FAI, alors même pas forcément associatifs. Je veux dire, Nerim n'est pas du tout associatif pour un sou. Et Nerim n'a pas été impacté par la décision de devoir censurer Copwatch ou WikiLeaks. Enfin, WikiLeaks n'a pas été censuré, WikiLeaks a été attaqué. On a envoyé tout un tas de requêtes à WikiLeaks qui ont empêché WikiLeaks de pouvoir fonctionner correctement, enfin les serveurs. Et ensuite, Amazon a décidé que WikiLeaks n'était pas fréquentable suite à un coup de fil d'un gars du Sénat américain. Et WikiLeaks a dû se déplacer de serveur en serveur chaque semaine pour pouvoir continuer à diffuser. Mais on est vraiment sur un gros problème d'égalité, c'est-à-dire que le but est vraiment pas de faire appliquer la loi, le but est simplement de faire peur et de taper le plus fort possible. Ce qui est bien la raison pour laquelle l'Argel n'a jamais contacté FDN, la raison pour laquelle l'Adopi n'a jamais contacté FDN, et pourtant, enfin, on a demandé, on leur a dit, et comment on fait si vous flashez une IP qui vient de chez nous, comment on fait pour vous dire qui c'est, et on s'est pas vraiment bloqué de chez Adopi, enfin c'est simple. Il y a un des gars de chez FDN, Bruno Speakwell, qui travaille également à l'Adopi, donc ils nous connaissent. Juste on n'est pas intéressant pour eux, trop petit. Et donc la suite du spectacle, donc c'est les conséquences de l'arrivée d'Internet. On va y avoir les pressions législatives de plus en plus fortes. C'est-à-dire qu'en 1999, donc au millénaire dernier, on avait une chose rigolote, c'est l'affaire Alterne. Pour ceux qui sont pas des vieux de la vieille du réseau et qui n'ont pas suivi toutes les démêlées, l'affaire Alterne, c'était un fournisseur de services, donc Alterne, mené par Valentin Lacambre, dont un des clients, enfin adhérents, puisque c'était pas, enfin un des utilisateurs du service Alterne, qui était un hébergeur, avait publié des photos de Estelle Hallyday nue. C'était pas des photos qu'il avait prises lui-même, c'était des photos qu'il avait scannées d'un magazine People, donc type Voici, Gala, ce genre de choses. Et Alterne avait été sommé de devoir identifier immédiatement l'intégralité des gens qui utilisaient son service, et donc de devoir faire la police. Enfin, on demandait clairement à une personne de devoir faire le travail de la police. Comme il n'était pas matériellement en capacité d'effectuer ce contrôle, il a décidé de fermer, ce qui avait donné lieu à un bout de législatif par un monsieur qui était député à l'époque, qui est devenu Premier ministre, c'était François Fillon, qui avait commencé à expliquer que non, les hébergeurs, les fournisseurs de services étaient responsables de ce que faisaient leurs utilisateurs. Et ça, c'était le premier gros souci. C'est-à-dire que vous n'êtes plus responsable de ce que vous faites sur Internet.
on rend responsable l'intermédiaire technique. Si on transpose ça dans la vraie vie, si je me mets à dire que les juifs c'est rien que des raclures et qu'il faudrait vraiment tous les cramer, ou que les enfants qui se font violer l'ont bien cherché parce qu'ils ont séduit les adultes, enfin si je le disais avec conviction, que je pensais vraiment et que je vous demandais de croire à ce que je vous raconte, je mettrais en infraction. Si on transposait ça à la réalité, ce serait B17 qui sera en infraction, puisque c'est B17 qui met à disposition le matériel, le lieu. Donc c'est B17 qui me permet de diffuser les idées, à savoir que les juifs, c'était une bonne idée de les cramer, et c'est B17 qui devrait, et les responsables de B17 qui devraient aller en tôle, parce que j'explique que la pédophilie c'est pas bien grave, c'est rien que la faute des enfants et pas la faute des adultes. Ouais. Et de façon beaucoup moins alambiquée, il y a le patron du café qui irait en tôle si le premier pocheron du coin allait dire ouais, de toute façon les Arabes nanani, pour schématiser très rapidement. Et ça c'est super dangereux parce que ça veut dire que si B17 est responsable de ce que je raconte, parce que B17, les responsables de B17 vont en tôle si je raconte des conneries, alors on donne le droit à B17 de contrôler ce que je vais raconter. Donc on donne à B17 le rôle de censeur. On donne au patron du bar le rôle de censeur. Donc le patron du bar est prié de vérifier que ses clients ne racontent pas d'âneries. Ce qui est quand même, le principe de base d'un bar, c'est de boire des bières en racontant des âneries. C'est juste le principe de base d'à peu près tous les bars de France et de Navarre. Et ça devient assez dangereux. Appliquer Internet, ça veut dire que votre fournisseur d'accès à Internet, l'admin 6 en chef ou le PDG, va devenir responsable de ce que vous racontez si vous racontez des âneries sur Internet. Et donc du coup est coupable. Ça veut dire qu'on va donner au FAI, au fournisseur d'accès Internet ou au fournisseur de services, le droit de vous censurer pour être sûr qu'il ne leur arrivera rien de grave. Donc on leur donne le droit de vous censurer pour éviter qu'ils aillent en prison. Ça, c'était en 1999. C'était un petit bout de texte législatif lancé par Fillon. Et les diverses lois qui ont continué. Alors, je peux vous citer la LCEN. Après, Adopi, puisque si tu es titulaire de ta ligne, tu es responsable de ce qui se passe sur ta ligne. Et si ton épouse avec laquelle tu es en instance de divorce télécharge 2 morceaux de Rihanna, alors tu es responsable et tu dois payer pour ton épouse. Ça veut dire que l'on donne au mari le droit de surveiller ce que fait sa femme sur Internet. Vous voyez bien le retour en arrière que cela effectuerait. On pourrait lui supprimer le droit de chanter. Et sinon, c'est une incitation au meurtre. Et B17 va en tôle si on applique la LCN à B17. Donc on va avoir des pressions législatives de plus en plus fortes. C'est-à-dire que l'amendement Fillon, ou la loi Fillon, je sais plus, le machin Fillon de 99 contre Alterne était un petit bout qui est passé vite fait, qui était pas super méchant puisque mal appliqué. La LCN a provoqué plus de débats et était beaucoup plus dur envers les hébergeurs. Maintenant, si sur mon serveur web que j'ai à la maison, donc j'ai juste installé un logiciel qui permet de publier des pages web, si je permets à un pote de publier, je dois m'assurer de l'identité de ce pote. Ça veut dire que je dois, si je ne donne pas son identité à la police, je deviens responsable de ce qu'il raconte. Ça pose un gros problème de responsabilité. Tout simplement, on va infantiliser la population, puisqu'elle n'est plus responsable de ce qu'elle raconte. C'est toute la faute à l'intermédiaire technique, et on donne tous les droits à l'intermédiaire technique de contrôler ce qui va se raconter. Niveau liberté d'expression, vous êtes bien d'accord, c'est tendu. Donc il va y avoir des attaques de plus en plus subtiles, c'est-à-dire on va faire passer sous couvert d'une loi pour protéger les pauvres patients contre les laboratoires pirates qui font des médicaments génériques. On va faire une loi fourre-tout dans laquelle on va aussi responsabiliser les FAI en cas de téléchargement illégaux. Bon, c'est le cas clairement d'ACTA, puisque parmi les biais détournés, on va autoriser les détournements, les censures par DNS, les censures par divers moyens, sur des biais auxquels on ne s'attend absolument pas, typiquement les jeux d'argent en ligne. Et demain, je me demande
vraiment quel prétexte va être utilisé. La pédophilie, le terrorisme, le copyright, c'est cramé. Sur les jeux d'argent en ligne, ils ont gagné. Maintenant, sous quel angle on va se faire attaquer, quel prétexte va être utilisé pour nous demander de surtout pas dire du mal et voire même être prié de dire du bien du pouvoir en place. Les attaques vont être de plus en plus subtiles, on va avoir vraiment de plus en plus de mal à avoir les détecter, et je serais pas surpris que dans les mois qui viennent, au rythme où on est parti, une loi contre le harcèlement sexuel comporte un volet qui demanderait au FAI de vérifier que les abonnés ne propagent pas des messages haineux envers le genre féminin. Je vois pas d'autres, j'ai pas en tête, mais ils vont trouver à ma place. Oui, de toute façon. Et dans les réjouissances à venir, quand l'Europe lance des consultations sur ce que devrait être Internet, sur comment on verrait la chose, donc l'Europe lance un processus de consultation publique, donc tout le monde est invité à s'exprimer. Il y a un petit questionnaire qu'on peut soit remplir en ligne, soit imprimer et renvoyer à Bruxelles. Et ces consultations publiques sont globalement fermées puisqu'on va utiliser non seulement de l'anglais, alors que si on est dans un cadre européen, les documents sont tenus d'être traduits dans toutes les langues utilisées dans l'Europe. Et non seulement ces documents, ces questions, ces questionnaires, ces appels à ces boîtes à idées vont être rédigés uniquement en anglais, mais dans un anglais technique, excessivement dur à déchiffrer, à décrypter pour le citoyen européen lambda. Enfin, je veux dire, si demain une quelconque institution européenne te demande quel est ton avis sur ce qu'on devrait faire d'Internet, tu seras juste en tant que citoyenne complètement incapable de répondre à ce questionnaire, puisque ce sera en anglais technique, et que les seules personnes qui seront habilitées à répondre, simplement, ce seront les services juridiques des grosses entreprises, et les citoyens seront juste démunis. Dans les biais détournés, celui-là est plutôt savoureux. Il y a une consultation publique sur je sais plus quoi, sur le domaine d'Internet, qui est en cours, rédigé exclusivement en anglais. Dans les conclusions, donc comme j'ai expliqué, Internet permettant à tous les citoyens de communiquer librement, directement, sans intermédiaire, sans passer par le courrier des lecteurs de tel journal, ou sans devoir être interviewé par un JT, ou sans devoir passer par le député qui voudra bien dire que dans sa région c'est caca parce qu'il se passe ceci, cela qu'il faudrait corriger. Maintenant que les citoyens vont pouvoir discuter librement entre eux, et vont pouvoir s'informer librement entre eux, ça pose un vrai problème de temps de cerveau disponible. Bah oui, si les citoyens peuvent commencer à communiquer entre eux, les citoyens vont commencer à débattre entre eux. Alors, sur les sites type Le Monde, Le Figaro, les commentaires, on s'en rend pas trop compte parce qu'en général, les gens ne lisent pas le commentaire d'avant, répondent n'importe quoi, et globalement, ça vole pas très haut. Après, il y a d'autres exemples, type Reflet, modérément, ça dépend du point de vue, hein. Après, je cite Reflet, mais on peut citer le blog de FDN, le blog de Maître Eolas, les commentaires de Linux FR quand c'est pas vendredi, tout un tas de blogs un petit peu suivis. Ouais, c'est ça. Windowmaker? Non, le dernier troll méchant, c'était Multidesk OS. C'est pas faux, hein. Les gens pouvant communiquer librement entre eux vont apprendre à débattre. C'est-à-dire que quand on est au café du coin, ou quand on va être là après ma conférence devant une clope, on va pouvoir bien se raconter ce qu'on veut, ce sera oral, ce sera après quelques bières, après quelques clopes, uniquement à l'oral, et il n'y aura aucune trace écrite. Et je pourrais bien revenir demain, tu vas commencer à me chatouiller, ou toi, sur le fait que j'ai dit qu'il fallait que la police ait plus de moyens, et je pourrais te dire mais non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, tu te trompes, tu m'as mal compris. Ayant aucune trace à l'écrit, je vais pouvoir m'échapper du débat assez facilement. Maintenant que tout se passe donc soit à l'écrit, soit en vidéo, soit au son, il y a des gens qui débattent par vidéo sur internet, sans souci, mais en tout cas la trace reste. On apprend aux gens à débattre, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir raconter des âneries sans que quelqu'un ne nous pointe le souci. Je peux maintenant dire que ouais, franchement, peut-être un pas.
Typiquement, un patron qui va expliquer que les nouvelles lois, les nouvelles taxations, c'est vraiment super dégueulasse. Il va devoir expliquer pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça. Et s'il sort une ânerie, ne pourra pas la nier. Donc va être obligé d'affûter ses arguments. Et si en face il y a quelqu'un d'ultra droite qui explique non, il ne faut surtout pas taxer les entreprises, le débat va vraiment s'instaurer. On ne pourra pas s'en sortir par une petite pirouette en disant il est tard, on sait le soir, c'est un repas de famille. Les écrits vont rester. On va vraiment avoir des citoyens qui vont apprendre à débattre. Et donc du coup apprendre à affûter leurs arguments, apprendre à ne pas s'en sortir par des pirouettes typiquement ouais je sais plus trop, j'ai oublié. Et du coup c'est assez embêtant dans le sens où des citoyens qui apprennent à débattre, une fois qu'ils auront fini de débattre de la meilleure façon de faire une tarte aux pommes ou de la meilleure façon de taxer les auto-entrepreneurs, vont pouvoir commencer à débattre avec leurs députés, vont pouvoir commencer à débattre avec leurs patrons, vont pouvoir commencer à débattre avec des gens qui avaient l'habitude d'avoir leurs paroles tenues pour acquises et qui vont se retrouver avec des gens qui vont les contredire. Et ça va beaucoup gêner. Dans la suite du spectacle, des choses intéressantes, c'est la réduction des inégalités par un principe tout simple. Sur Internet, personne ne sait si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes blanc, si vous êtes noir, si vous êtes homosexuel, si vous êtes hétérosexuel, si vous êtes polyamoureux, si vous êtes juif, si vous êtes arabe, si vous êtes plutôt de gauche, si vous êtes plutôt de droite, si vous êtes plutôt windowsien, si vous êtes plutôt linuxien. Ne transparaissent seulement ce que vous dites. Et mine de rien, ne pas savoir de la personne en face que ce qu'elle veut bien en dire permet d'instaurer des débats beaucoup plus sains. Parce que typiquement, vous avez bien vu, lorsqu'on va commencer un petit peu à parler de la condition de la femme, sur un débat un petit peu animé où il va y avoir pas mal de gens, il va toujours y avoir une dame un peu plus engagée que les autres qui va expliquer que il serait temps d'arrêter les discriminations à l'embauche, qu'il serait temps d'arrêter les blagues vaseuses sur les femmes. Et il y aura toujours un mec un peu plus éméché que les autres, un peu plus costaud que les autres. En général, c'est celui-là qui va l'ouvrir, qui va expliquer que déjà on vous a donné le droit de vote, vous n'allez pas non plus en rajouter et le débat va s'arrêter là. Tout simplement parce que la dame aura pas envie de se prendre une baigne. Je schématise extrêmement, mais il y a tout un tas de degrés intermédiaires qui fait que les débats, dans la vie réelle, vont être biaisés et sur Internet vont ne pas l'être. Donc du coup, on va avoir assisté tout doucement à une réduction des inégalités et sur Internet, il n'est pas rare désormais de voir quelqu'un qui interpelle son député, ou même pas forcément son député, un député, sans devoir le vouvoyer, sans devoir faire la carpette devant. Typiquement, quand j'ai besoin de dire quelque chose à Laure de la Raudière, qui est une députée UMP, je lui sors mon ânerie sur Twitter et j'ai pas à me sentir plat devant elle. Je discute d'égal à égal. Quand une demoiselle a besoin d'expliquer à un monsieur sur Internet que non, l'égalité des sexes, ce n'est pas une option et que ça doit vraiment s'appliquer, le monsieur ne pourra pas répondre avec l'argument tu vas te taire sinon je t'en colle une. Vous avez compris le tableau. Donc on va assister à une réduction des inégalités, on va assister vraiment à une planification des pouvoirs, des positions sociales et à une société plus à plat, tout simplement. Ce qui pose vraiment des gros soucis quant au problème de classe dominante. C'est-à-dire que l'homme hétérosexuel blanc qui gagne à peu près 1500 € par mois, qui roule en voiture, qui n'a pas de vélo, qui vit en périphérie, la classe dominante, de par n'importe quelle caractéristique, va devoir apprendre à faire fi de ces caractéristiques et prendre la personne en face qui discute pour ce qu'elle est et devoir faire fi d'un certain nombre de caractéristiques. Quand je parle de dématérialisation et de décentralisation, tout simplement c'est ce pourquoi Internet est né à la base. On avait besoin de pouvoir faire circuler plus facilement des informations, on avait besoin de pouvoir faire circuler plus facilement du savoir, on avait besoin de pouvoir accéder à du savoir à distance. Si Gopher et le web sont nés, c'est parce qu'il y avait besoin, en étant dans un laboratoire X, de pouvoir accéder aux documents qui étaient stockés sur le serveur du laboratoire Y, sans avoir besoin de se rendre dans la bibliothèque de l'autre laboratoire. Et ce mouvement tend à s'accélérer.
Maintenant, si j'ai besoin de regarder un film, et en admettant que je suis un citoyen honnête et que j'utilise l'offre légale inexistante, je n'ai plus besoin de me déplacer physiquement pour aller louer une cassette vidéo ou un DVD. Je peux y accéder directement. Si j'ai besoin de consulter un livre, j'ai plus maintenant qu'à télécharger un e-book en payant, en pas payant, en le téléchargeant légalement, en le téléchargeant illégalement. Là, c'est même pas la question. Et du coup, le fait d'avoir une dématérialisation des connaissances et une décentralisation des connaissances va permettre également à un certain nombre de personnes d'acquérir des connaissances qu'elles n'auraient pas pu acquérir s'il n'y avait pas eu Internet. Typiquement, dans ces temps anciens, il y avait quelques bibliothèques dans quelques grandes villes, et encore, il n'y avait pas tous les exemplaires. Et si on voulait avoir tous les exemplaires de tous les livres possibles et imaginables publiés en France, il fallait se déplacer à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Ou, si on repart plus loin, la bibliothèque Alexandrie. Désormais, à partir du moment où un ouvrage est numérisé et mis en ligne, tout le monde peut y accéder. Ce qui était bien la nécessité première d'Internet. Et enfin, ça va permettre de voir émerger des nouveaux modèles de société. Un des aspects les plus intéressants que j'avais pu voir, que j'avais pu évoquer, c'est le fait que maintenant c'est la population qui décide de ce qui est légitime ou pas en matière d'information, par le jeu du mirroring. Si une population décide qu'un site internet a beau être illégal mais est légitime, alors plusieurs personnes, beaucoup, vont prendre le risque de copier ce site, de transmettre l'information, combien même ça les mettrait en danger vis-à-vis de la loi, puisque l'information à la qualité d'être légitime. Ça permet également à d'autres modèles de société qui n'avaient pas été envisagés jusque-là de pouvoir émerger, puisque maintenant n'importe qui a une idée neuve sur comment doit être organisée la société a le droit désormais de citer. Typiquement, les théories anarchistes, tout le monde en a lu au moins une fois quand il était adolescent, mais une fois qu'on est adulte, on ne les lit plus. Maintenant, les théories anarchistes, par exemple, sont de nouveau librement accessibles et pas seulement aux gens qui fréquentent B17 le samedi soir. Les nouveaux modèles de société où on proposerait que l'État ne propose pas de papier, des modèles de société où la carte d'identité ne serait pas obligatoire, des modèles de société basés sur des concepts très expérimentaux vont pouvoir émerger, puisque tout un chacun sera informé de l'existence, de la possibilité de nouveaux modèles. Ce qui tend à remettre en question un certain nombre de